l'observatoire du Pic du Midi, dans nos Pyrénées centrales, après les séances de travail, l'astronome Bernard Liot, qui était sportif, se reposait en escaladant les pentes. Spécialiste du Soleil, Liot voulait en étudier la couronne. Mais cette auréole n'est visible que pendant les éclipses totales très courtes et rares. Ayant inventé le coronographe, qui réalise une éclipse artificielle et montre en tout temps la couronne, Liot s'en sert pour filmer dès 1935 les éruptions du Soleil. La lunette du Pic porte le coronographe, au bout duquel Liot règle sa caméra. La couronne, enveloppe lumineuse du Soleil telle qu'on la voit pendant une éclipse. Dans l'observation quotidienne, le spectacle est tout autre. Le disque du Soleil, sans auréole, apparaît parsemé de taches qui sont des centres d'effervescence. Une tache, des pressions sombres aux parois tourmentées. Une protubérance informe fait relief. Le ruban semi-transparent qui borde le disque, c'est l'atmosphère solaire en profil. Cette masse de gaz brillant se tient immobile malgré la pesanteur énorme. L'écran du coronographe masque le Soleil. Une barrière de gratte-ciel s'allonge sur 300 000 km. Un Soleil copieusement empanaché est déjà turbulent. À droite, un édifice se désagrège. Protubérance arborescente comme un banyan de l'Inde. Une colonne de gaz s'élève à 200 000 km. Sa tête penche et se morcelle. Parfois, des blocs longtemps inertes s'animent. La protubérance de droite semble badigeonner le dos de sa voisine comme font les peintres de l'affiche Ripollin. À cette échelle, la Terre aurait sur l'écran les dimensions d'une mandarine. Mais, tandis que l'autre bloc s'affaisse, la protubérance active grandit, se dilate, s'épanouit en volute. Ces débris retournent au Soleil. Un nuage se maintient suspendu loin de la surface grâce à une force électrique qui contrarie la pesanteur. Des filets s'écoulent qui vident le nuage peu à peu. Dans tous ces films, les mouvements sont accélérés 500 ou 600 fois. Chaque minute de spectacle représente 10 heures de travail pour l'astronome qui prend 2 ou 3 images par minute. Paysage copieusement garni et animé. Mais un nuage bas bondit, puis s'épanche en une arabesque admirable. La protubérance suspendue dans une région troublée se tord comme un animal en convulsion. Elle se désagrège en lançant vers la droite des projectiles. Écharpe filmée par un procédé spécial et sous divers grossissements par l'astronome américain McMaster. L'écharpe se divise. Le haut s'enfuit, le reste tombe. Dans cette instructive protubérance de Liot, les matériaux lumineux s'avancent comme des tentacules le long de 3 lignes de force. Comme un aimant analyse la limaille de fer, un centre actif ici attire et canalise les gaz électrisés. Le champ de force est variable, les filaments s'élèvent, s'écartent, tout finit en arche mince. Parfois, un pont s'établit entre protubérances voisines. Un moignon émerge du tronc de gauche, s'allonge horizontalement, tâtonne à la recherche de sa route et rejoint un élément venu de droite. Cette formation plastique prend le profil d'un gigantesque reptile préhistorique. Un tentacule établit la liaison avec la surface. Puis la protubérance. La matière qui s'écoule vers le Soleil semble parfois se former en altitude.
Il s'agit d'hydrogène électrisé, obscur par nature, qui s'illumine en repassant à l'état normal. Sur un arceau, la matière coule des deux côtés vers la surface comme si elle était engendrée au sommet. L'arceau disparaît, mais il revient, car la matière électrisée est obligée de suivre des chemins bien définis dans les champs électromagnétiques. Un paysage complexe. Des pelotes lumineuses vont et viennent, des rubans s'entrecroisent. À gauche, le mouvement curviligne en profondeur donne un relief saisissant. Voyez vite un petit nuage en coup de fouet qui tourne sur lui-même. Puis, les gaz vont plonger avec un mouvement accéléré dans un centre attractif à 200 000 km sur la droite. Un pilier, d'abord statique, se désintègre ensuite par écoulement vers le bas. Toutes les protubérances seraient rose vif dans un film en couleur. Cette lumière rose est émise par l'hydrogène, gaz prépondérant dans l'univers. Après 24 heures d'une existence photogénique, le pilier est détruit brutalement en moins d'une heure. La grande fontaine de Lyo arrose des milliards d'hectares, merveille de finesse. Au milieu, une sorte de trombe. Surveillons-la. Une explosion détruit l'édifice. Un plongeon très pur termine la féerie. Protubérance éruptive de magma suivie à 1 million de kilomètres. À présent, les fusées d'un feu d'artifice cyclopéen. Dans une région toute en effervescence, des lames de fond soulèvent la surface. Un coup à droite, un coup au centre. À droite encore. Et voici une très belle banderole qui se déploie obliquement. Mais regardons le milieu de l'écran. À 500 000 km d'altitude jaillit cette colonne. Ces éruptions apportent parfois des troubles violents dans nos communications télégraphiques et dans la radio. Des aurores boréales apparaissent jusqu'en France. Trop à droite, un ardent tourbillon a surpris l'observateur. Éruption d'une crosse de matière incandescente, si chaude que nos yeux en sont éblouis. La protubérance s'achève sous les apparences d'un cygne au col flexible. Dans ce geyser dont les flots retombent en casque, la vitesse du jaillissement est telle qu'il atteint en quelques minutes 100 000 km d'altitude. Et maintenant, sur 700 000 km de base, une arche déploie ses torsades et s'envole. L'énergie mise en jeu est colossale. Une bombe atomique n'est rien en comparaison. C'est la plus grande protubérance filmée en juin 1946 par Roberts. Elle mérite que vous la voyiez une seconde fois. Les effets sur la Terre des violences du Soleil sont loin d'être tous connus. Il est capital d'étudier ces phénomènes dont l'influence sur l'homme et sur la vie pourrait n'être pas négligeable.